Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur la première ce soir. L'émission Présence protestante, c'est tout de suite. Fabien Ruel aux commandes de cette émission, le suicide pour le thème. Notre invité, le pasteur, théologien, psychologue Yves Gabel. Yves, bonsoir. Bonsoir. Le suicide fait bel et bien partie de la société. Avant d'aller plus loin, sur le point de vue peut-être des chrétiens qui nous préoccupent, est-ce qu'on peut le prévenir ? Alors oui. Enfin, prévenir en y étant formé ou attentif, je pense que ça ne va pas de soi de déceler les choses, mais je pense qu'il existe une série de comportements qui peuvent nous aider à voir cette souffrance psychique importante. Et tout d'abord, quelques exemples, si vous voulez, de comportements susceptibles de témoigner de cette détresse. C'est le premier qui me vient en tête, c'est l'isolement. Quand quelqu'un passe d'une vie sociale normale à une vie d'isolement inhabituel, le retrait, c'est la perte des liens, la rupture de la plupart des liens. Ou bien le don d'objets, on se sépare d'objets importants auxquels la personne était attachée, elle donne à droite à gauche, etc. Une perte d'énergie qui ressemble beaucoup à la dépression, l'absence de la réaction à la perte d'une personne proche, par exemple. Le désinvestissement scolaire, alors ça c'est beaucoup pour les jeunes, ceux qui sont en milieu scolaire, désinvestissement scolaire ou professionnel, le manque de goût à tout cela, ou bien une hyperactivité au contraire, soudaine, à l'inverse de l'extrême lenteur. On a aussi l'anxiété vécue que l'on peut mieux apprécier peut-être, et une anxiété dont on est incapable à surmonter. Je pense que la personne est prise là-dedans comme dans un tourbillon. Ou alors des nouveaux comportements, consommation abusive d'alcool, de médicaments, de produits toxiques, etc., comme la drogue. Ou bien le changement brutal et inattendu dans les réactions sociales. La personne présente de brusques accès de colère, enfin bon bref. Il y a toute une série comme ça de petites choses, mais qui nous paraissent, nous, dans le quotidien, tout à fait banales. Sauf si on est proche, et j'en reviens à cette idée de proximité, de vraies relations, de jeu à toi, où nécessairement, quand on connaît la personne, on peut mieux voir qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus correctement. Et puis alors, il y a un deuxième bloc, je pense, de choses intéressantes. C'est qu'est-ce qu'on met en place dans la vie sociale, moi ou l'autre, quel que soit le besoin, si tu veux, de crise chez la personne, qu'est-ce qu'on met en place pour faire face à ces crises existentielles ? Est-ce qu'on demande de l'aide ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que dans la société dans laquelle on est, c'est facile de trouver quelqu'un à qui parler ? Est-ce qu'on crée des réseaux, des liens étroits, soit avec sa famille, avec des amis, des collègues, des groupes d'entraide, tout simplement, parce que ça existe quand même, ou les appels au téléphone qui peuvent aussi aider. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme habileté à s'adapter pour résoudre nos problèmes ? Et là, je pense qu'on peut quand même dire que la formation que l'on subit pendant une quinzaine d'années, voire plus si on est universitaire, ne nous donne pas les clés. C'est-à-dire on nous remplit la tête de tas de choses, de compétences, de moyens, de savoir, mais en ce qui concerne notre propre existence, notre vie, notre manière d'encaisser la vie, là, il n'y a aucun enseignement, il n'y a aucune préparation, aucune formation, et ça je trouve très dommage. Et puis, peut-être on peut ajouter dans ce qui pourrait aider les convictions qui soient culturelles ou religieuses, qui découragent le suicide, parce que c'est vrai que si on a de fortes convictions, de forts engagements dans la vie sociale, on a certainement moins envie de recourir à une solution radicale comme celle-là. Et peut-être que si on est fragile, et ça il faut peut-être quand même le dire ici, si on est fragile, il faut élaborer un plan de sécurité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place pour ne pas sombrer, pour ne pas aller directement vers cette solution. Quelles sont les raisons que nous aurions de rester en vie ? Quelles sont les personnes importantes que l'on aurait envie d'appeler quand on est dans cette crise suicidaire ? Est-ce que j'ai avec moi la liste des numéros de lignes d'écoute ou de prévention suicide à appeler pour pouvoir au moins poser des mots sur ce que je vis ? Voilà. Et puis peut-être aussi, si l'on pouvait faciliter l'accès aux soins
parce qu'inévitablement, quand on est dans une crise suicidaire, on sait qu'on va ou finir dans un cabinet de psychologie ou être interné en hôpital psychiatrique. Et dans les deux cas, c'est une démarche difficile à entreprendre. Donc, comment faciliter ces choses-là ? En raccourci, quelque part, et Dieu dans tout ça, l'Église, la Bible, les chrétiens, est-ce que le suicide peut être un sujet de réflexion, d'étude, voire même de prédication ? Est-ce qu'on parle de suicide parfois dans la Bible ? Alors, je ne sais pas si on peut dire que la Bible est un catalogue qui nous offre beaucoup de portes d'entrée au niveau du suicide, mais la mort en est un, en tout cas, dans l'Écriture. Mais j'ai envie de dire, la prévention en milieu chrétien... Alors, je crois que on est quand même dans une société très individualiste. Donc, on a un peu l'impression que si on a des tendances suicidaires, eh bien, il faut se prendre en main et il faut soi-même aller vers telle ou telle solution. Mais je crois que ce qui est différent dans le milieu chrétien, c'est de recourir à une action collective. Je pense que la prévention passe par le communautaire, par une qualité de relation, par une qualité d'accueil, par une qualité de fraternité qui fait que les liens nous aident. C'est un peu comme si on se serrait tous les coudes et puis qu'on bataillait tous dans notre vie pour aller vers un mieux. Et trop souvent, je pense, dans l'Église, il y a du non-dit, il y a des attitudes de jugement qui enfoncent plutôt les gens qui sont en souffrance, quelle que soit leur souffrance, d'ailleurs je ne parle pas que du suicide ici, plutôt que ne les tirent vers le haut, vers la lumière finalement. Et donc je crois que l'éthique en vécu chrétien, ce serait d'offrir une vraie relation, une relation interpersonnelle qui fasse place au souci de soin dans la relation. C'est pas simplement je vis à côté de quelqu'un, c'est je vis pour quelqu'un aussi, un petit peu comme dans un couple, sauf que là c'est dans la relation fraternelle, horizontale. Je pense que tout geste qui peut être posé dans le communautaire va aider à prévenir. Alors peut-être pas à guérir, attention, on n'est pas là pour dire qu'on résout la totalité des problèmes, mais l'espèce de mal-être dans lequel l'homme moderne vit, y compris dans le milieu chrétien, ce mal-être peut être amélioré par une qualité de vie environnementale, communautaire, qui nous aide à rester debout dans notre vie de tous les jours. Une invitation en quelque sorte à devenir des veilleurs, que l'on soit citoyen, chrétien, que l'on soit enseignant, une invitation globale ? Oui, et comme vous le soulignez tout à l'heure, pourquoi ne pas en parler du suicide en milieu d'église, Parce que justement, c'est parce qu'on n'en a pas parlé que les choses vont mal. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des conférences sur cette thématique en milieu chrétien, comme ça m'arrive 1 ou 2 fois par an de parler de la mort dans des prédications et de parler en tout cas aussi du suicide. Parce que je pense qu'on ne peut pas simplement sortir cette thématique parce qu'on a un enterrement difficile à faire. Il faut aussi en parler, et j'en ai beaucoup parlé avec les jeunes. Beaucoup. Dans des camps ou dans des relations interpersonnelles. Tu ne peux pas imaginer le nombre de jeunes qui, entre, je dirais, 16 ans et 22, 23, maintenant c'est un peu plus long encore qu'avant, sont à 2 doigts de passer à l'acte. Et heureusement qu'ils peuvent trouver de temps en temps une oreille, pas compatissante, une oreille attentive. C'est-à-dire que moi, dans mon travail d'écoutant ou de pasteur, je ne me suis jamais permis de conseiller rudement les gens, de les bousculer. Je crois qu'il faut offrir un lieu où les gens peuvent dire très franchement ce qu'ils vivent, sans qu'on les juge et sans qu'on leur donne une tonne de conseils pour ne pas passer à l'acte. C'est pas ça qui empêchera la personne de passer à l'acte. Alors évidemment, on vous connaît très pratico-pratique. Comment aider un proche, peut-être, un collègue ou quiconque par rapport au suicide ? Alors, d'abord, je pense que ça reste une affaire de responsabilité humaine, personnelle, individuelle. On ne peut pas simplement dire « Ah oui, maintenant c'est l'Église qui s'en occupe ou c'est la communauté qui s'en occupe ». Je crois sincèrement qu'il faut prendre les devants. Si on est inquiet pour quelqu'un parce qu'on
on le pense capable de passer à l'acte, alors il ne faut pas hésiter à lui parler de son propre ressenti. Du coup, je pense que tu ne vas pas bien, etc. Et amorcer donc un lieu de débat, de possibilité, ou de non-ressassement, si tu veux. Le fait que la personne en parle, ça va la libérer un tout petit peu, même si ça n'empêchera peut-être pas l'acte d'être posé. Et puis, deuxième point, je crois qu'il faut être capable d'entendre, et entendre la confidence. Parce que parfois, les raisons pour lesquelles on arrive au suicide, elles sont très très moches, elles sont dures, elles sont sales, dégueulasses. Et donc, oui, est-ce qu'on est prêt à entendre ça? Est-ce qu'on est prêt à remuer, à entendre la boue, tout ce qui mène à cela? Et puis, il faut peut-être mettre en place quelque chose qui aide vraiment, une aide qui consiste à une écoute active de la problématique, mais aussi de trouver l'aide la plus adéquate. Alors, je me dis, il faut déjà prendre les gens au sérieux. Même si on dit, oui, les gens disent qu'ils vont faire ça, mais ils ne vont pas passer à l'acte. Je ne pense pas que ce soit une règle absolue. Mais il faut prendre toute tentative de suicide au sérieux. Il ne faut pas donner de recettes. Il faut mettre en place quelque chose, une sorte de contrat. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma responsabilité pastorale, avec des jeunes ou des moins jeunes, de passer des contrats. La personne m'appelle parce qu'elle va passer à l'acte. Et je lui dis, écoute, est-ce qu'on peut temporiser un tout petit peu? Là, il est 1h du matin, c'est la nuit noire, et dans la nuit noire, on prend les mauvaises décisions. Tout ce que je te demande, c'est une paire d'heures, de 12 heures, qu'on puisse en parler aussi de visu, et puis que tu poses noir sur blanc les raisons pour lesquelles tu comptes passer à l'acte. Et très souvent, je peux dire que je ne pense pas que j'ai été acculé une seule fois à l'échec total par rapport à ces démarches. Le fait de proposer un timing, ça aide les gens à ne pas passer à l'acte immédiatement. Et donc très souvent, ça donne l'occasion d'une vraie discussion d'homme à homme sur la réalité, et ça permet alors de mettre en place l'aide adéquate, parce qu'il existe quand même des psychologues, des médecins, de centres de prévention du suicide, etc. Donc on peut mettre en place quelque chose de plus combatif qui puisse vraiment aider la personne. Alors évidemment, l'heure avance dans cette émission. Un mot de votre bouche, c'est le mot respect du suicidé, du non-jugement, mais aussi de l'accompagnement des familles après le suicide. Alors ça, c'est une réalité, en tout cas pour moi. C'est indispensable que l'on prenne soin de ceux qui restent. Car en effet, celui qui est parvenu à réussir son suicide, lui, il est casé. Mais la famille, elle, très souvent, dans la sidération, très souvent dans l'incompréhension de l'acte posé, c'est arrivé tellement de fois dans ma carrière de voir des familles complètement hébétées devant cette réalité, parce que inattendu. C'était vraiment la solution qu'ils n'auraient jamais envisagée. On ne se doutait pas un instant que la personne irait jusqu'au bout de sa problématique de crise existentielle. Et donc, alors oui, je crois que ce soit en église ou en société, le non-accompagnement serait une seconde mort, serait une deuxième manière de trucider la famille finalement. Donc on doit mettre en place quelque chose qui sur le long terme, pas juste à court terme en tout cas, mettre quelque chose qui ressemble à un vrai accompagnement avec une vraie compassion, avec une vraie sincérité. Yves Gabel, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes pasteur, théologien et psychologue. La thématique du suicide était au cœur de notre débat. Et si vous désirez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site ovio.be ou bien encore sur le site de l'Association protestante pour la radio et télévision. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.